Comme je l'ai déjà rapidement évoqué, avant de faire mes bails solo dans mon coin sur internet, j'ai fait un master de design. Je l'ai pas tout à fait fini, mais ça, c'est une autre histoire. Depuis quelques temps, j'avais envie de retourner un petit peu vers mon sujet d'étude et donc de vous parler de design puisque c'est un sujet qui m'intéresse toujours autant. J'avais envie de vous en montrer les dimensions politiques, j'avais envie de vous montrer comment cette discipline influence nos vies, qu'elles soient privées ou publiques, mais aussi de vulgariser finalement un domaine qui est relativement méconnu ou en tout cas de donner mon point de vue de designer sur certains éléments. J'ai d'ailleurs déjà commencé à le faire sur Twitter et je rendrai bientôt disponible les threads que j'y avais mis en ligne sur mon blog. En master, comme dans beaucoup d'autres disciplines d'ailleurs, j'ai dû réaliser un mémoire de recherche. J'ai choisi de m'intéresser particulièrement à l'espace public. Il s'intitulait « L'espace public, théâtre d'une lutte de visibilité entre capitalisme et lutte sociale ». J'anticipe déjà la question de savoir si on peut le lire quelque part. Non, on ne peut pas. J'ai eu un virus et un déménagement qui m'a fait perdre des fichiers en simultané, ce qui fait que je l'ai perdu et j'ai trop de difficultés sociales pour oser aller redemander à mes profs s'ils en ont encore une copie. Voilà. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'espace public. Cette vidéo, c'est en quelque sorte une introduction. Je vais, de mon point de vue de designer, essayer de vous démontrer à quel point l'espace public est intrinsèquement politique, en quoi finalement il est à l'image de nos sociétés, les différents mécanismes sociaux, les différents systèmes de domination qui habitent nos sociétés sont donc présents partout autour de nous, que ce soit par des symboles, par des aménagements, mais aussi par certains phénomènes. Je suis désolée si je regarde un petit peu vers là-bas, c'est que j'ai mes notes, je suis pas encore hyper à l'aise pour parler à l'oral ou pour faire des freestyles total. Concrètement, j'ai mes notes avec moi, j'écris le script de mes vidéos. Je sais que ça peut être un petit peu dérangeant que je regarde pas la caméra tout le temps, surtout que là on va partir de nouveau sur une vidéo totalement en facecam avec probablement des images d'illustration, mais aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous montrer par rapport à la création, c'est pas que j'ai rien foutu, c'est que j'ai oublié de filmer. Aujourd'hui je vais aborder ça de manière plutôt générale, je vais essayer de vous donner un certain nombre d'exemples qui permettront du coup d'entrevoir les dimensions politiques de l'espace public et on s'intéressera à des phénomènes un petit peu plus particuliers dans des vidéos à venir. L'espace public, c'est clairement un sujet qui me passionne et du coup j'avais envie de partager ça aussi un petit peu avec vous. L'espace public est capitaliste. Loin de moi l'idée de nier qu'il est aussi sexiste, raciste, validiste, etc. Mais fallait bien commencer par quelque part, donc aujourd'hui on va parler du fait que l'espace public est capitaliste et les exemples que je vais essayer d'utiliser chercheront à le montrer. L'environnement dans lequel nous évoluons est mené par l'économie. Il existe vraiment tout un tas d'exemples pour essayer de le démontrer. Aujourd'hui on va se contenter d'en citer quelques-uns et on va commencer par traiter d'un exemple qui est particulièrement parlant, c'est le fait que les entreprises, les grosses entreprises quand même en règle générale, peuvent privatiser des espaces publics. Ils peuvent privatiser des fragments de la ville qui sont censés permettre la libre circulation de tout un chacun. En 2016, la mairie de Paris, qui était alors dirigée par Anne Hidalgo, a permis au groupe Lagardère Sport de privatiser le Champ de Mars. Cet espace, pourtant public, a été fermé au public pour qu'une grosse entreprise, pour que Lagardère Sport puisse y faire du profit en y installant la fan zone pour l'Euro 2016 de football. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la même année, en 2016, Anne Hidalgo a eu certains propos envers des habitants et des habitantes de Paris en disant que ces personnes-là, que ces militants et militantes avaient privatisé la place de la République en l'occupant. C'était Nuit debout. Bien évidemment, il ne s'agissait pas pour les occupants de la place de privatiser quoi que ce soit, puisque chacun et chacune pouvait totalement aller et venir, que la circulation y était totalement libre. Ce qu'ils et elles faisaient, c'était simplement occuper. Finalement, c'était se réapproprier la ville. En réalité, il s'agissait de refaire de l'espace public un lieu d'échange, un lieu de vie, un lieu où les habitants et les habitantes pouvaient prendre la parole, alors que jusqu'à présent, encore aujourd'hui et finalement pendant la grande majorité de l'histoire, les prises de décision, la parole est déléguée à des dirigeants et en l'occurrence notre très chère Anne Hidalgo. On est ici face à un double discours relativement magistral. L'occupation par les habitants et les habitantes d'un lieu qui finalement de fait leur appartient est qualifiée de privatisation, alors même qu'il n'est pas du tout interdit au public, puisque vraiment chacun pouvait aller et venir, la circulation était totalement libre, tandis que parallèlement, la mairie de la ville, elle, accepte concrètement de privatiser et de fermer au public un lieu au profit d'une grande entreprise. C'est un sujet sur lequel on essaiera de proposer des analyses un petit peu plus précises à l'avenir dans des prochaines vidéos, mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'affichage libre et à l'espace que prend l'affichage libre. Les affichages qui sont présents dans nos villes sont dans une large
large majorité des affichages publicitaires. Ils se déploient sur des milliers de mètres carrés et finalement, où qu'on soit dans une métropole, c'est pratiquement impossible de ne pas en apercevoir. À côté de cette surenchère, finalement, les espaces d'affichage libre, l'affichage individuel, l'affichage par les habitants, par les habitantes ou éventuellement par les associations, se fait vraiment très discret. Pourtant, savez-vous qu'il existe des lois qui exigent que chaque ville en France ait un certain nombre de mètres carrés d'affichage libre en son sein? Les communes de moins de 2000 habitants sont censées posséder 4 mètres carrés d'affichage libre. Au-delà de 2000 habitants, c'est 2 mètres carrés de plus par tranche de 2000 habitants. Et au-delà de 10 000 habitants, c'est donc 12 mètres carrés, auxquels s'ajoutent 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants. Théoriquement, il doit également être possible, où qu'on soit dans la ville, d'être à moins d'1 kilomètre d'un de ces affichages libres. Ces affichages sont théoriquement dédiés soit tout à la fois, soit de manière compartimentée, à l'affichage d'expression politique, l'affichage associatif ou l'expression libre. Je voulais aussi préciser que dans une grande majorité de communes françaises, l'affichage d'opinion et l'affichage associatif à but non lucratif est aussi autorisé sur les palissades des chantiers. Malheureusement, aujourd'hui, on note que beaucoup de villes françaises ne respectent absolument pas ces lois. On note également que ces dispositifs sont très méconnus et finalement, c'est pas pour rien qu'ils sont méconnus. C'est que la plupart du temps, ils sont totalement recouverts d'affichage publicitaire. C'est totalement illégal, mais comme il n'y a aucune sanction, tout le monde s'en fout. Je sais pas si certaines personnes d'entre vous ont déjà essayé d'utiliser ce genre d'affichage, ont déjà essayé d'y accrocher quelque chose, mais en règle générale, admettons que vous posez une affiche la veille au soir, le lendemain au maximum, le surlendemain, vous pouvez être sûr qu'elle sera recouverte. Et pas recouverte par d'autres affichages de personnes, d'habitants et d'habitants de la ville, recouverte par des affichages publicitaires qui, théoriquement, n'ont strictement rien à faire là. Si on reprend notre exemple de la ville de Paris, en 2010, on y comptabilisait 2 268 265 habitants. Il y aurait donc dû y avoir 1142 mètres carrés d'affichage libre. Pourtant, en 2013, on y recensait 16 panneaux d'expression libre, ainsi que quelques panneaux vitrés essouclés dédiés aux associations, mais on est très loin des 1142 mètres carrés qui sont pourtant, normalement, obligatoires. Autant dire que l'affichage libre légal est presque inexistant, surtout sur Paris en l'occurrence, mais dans la globalité il est presque inexistant et finalement c'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'affichage sauvage qui a une efficacité un petit peu plus importante. D'ailleurs je trouve ça particulièrement marquant de me dire que dans une ville comme Strasbourg, il y a littéralement plus de mètres carrés d'affichage libre qu'à Paris. Après concrètement c'est pas non plus une grande réussite dans la mesure où tout est recouvert d'affichage publicitaire, ça c'est le cas absolument partout. Finalement, l'espace public, c'est devenu une espèce de gigantesque vitrine marchande à ciel ouvert. Le paysage urbain est devenu tellement saturé de signes que ça devient vraiment difficile d'y faire émerger quoi que ce soit sans avoir besoin de déployer une communication vraiment massive. Et déployer une communication massive, déployer massivement des signes dans l'espace public, c'est quelque chose qui est relativement possible pour des très grosses entreprises, mais qui, pour l'affichage militant, pour l'expression libre, pour l'affichage d'opinion politique, est vraiment très difficile et c'est aussi pour ça que ce genre d'affichage est très souvent de l'affichage sauvage et ne met pas à profit ces dispositifs d'affichage libre qui, comme on l'a vu, sont d'une efficacité assez douteuse. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera aux travaux d'un homme qui a voulu essayer de voir un peu dans quelle proportion se déployaient différents types d'affichage selon différents critères en un lieu donné pour se faire une idée un petit peu plus précise de tout ça. Mais je pense que pour aujourd'hui, on s'accordera toutes et tous pour dire que finalement, dans l'espace public, l'affichage majoritaire, celui qui prend vraiment le plus de place, c'est l'affichage publicitaire. Parallèlement à ces phénomènes de monopole, à ces phénomènes de privatisation de l'espace public, il y a de nombreux mouvements sociaux qui décident du coup de prendre le contre-pied, qui décident de réagir par rapport à ça et d'occuper l'espace, de se réapproprier l'espace public. Finalement, l'occupation, elle va permettre de faire exister autre chose dans l'espace public que le capitalisme. Et finalement, occuper l'espace par n'importe quel moyen, dans n'importe quel but, c'est intrinsèquement politique. Les printemps arabes, avec notamment l'occupation de la place Tahrir en Égypte, ont permis de montrer la voie à de nombreux autres mouvements qui ont imité ensuite
ces principes d'occupation. Et là, on peut citer Los Indignados en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis ou encore, comme on l'a déjà évoqué plus tôt, Nuit debout en France. Ces différents événements sont souvent rassemblés sous le terme de mouvement des places. Ils ont été plus ou moins longs, ils ont eu plus ou moins d'impact selon les cas, mais surtout ils ont pris au pied de la lettre cette notion d'occupation pour se réapproprier, au moins provisoirement, des fragments de la ville. Ils ont transformé des morceaux de l'espace public en lieu de débat et d'implication politique. Ils montraient par des actions concrètes le fait que la politique, c'était pas nécessairement dans des bâtiments prestigieux, que la politique, c'était aussi la rue, c'était elle, c'était eux, c'était nous, c'était aussi nos interactions, et finalement, ça changeait la donne. De mon point de vue, pour Nuit debout en tout cas, dont je peux parler parce que je traînais déjà pas mal dans les milieux militants à cette période-là, c'était clairement pas assez radical, c'était bourré de sauce d'âme et c'était un petit peu voué à l'échec dès le départ. Mais en fait, ça avait le mérite d'exister. Ça avait le mérite de politiser des personnes qui ne l'étaient pas encore et de faire exister la politique en dehors des institutions, ce qui était en soi très important et très utile et qui a sûrement donné les bases de mouvements sociaux qui ont eu lieu a posteriori. Le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, c'est celui qui est lié de la manière la plus évidente au capitalisme, même si bien évidemment aucun des autres mouvements qui ont été cités pour l'instant dans cette vidéo n'ont fait l'économie de la critique du capitalisme. Simplement, le slogan principal qui émanait d'Occupy Wall Street y faisait référence directement et j'avais envie de l'évoquer pour montrer encore une fois à quel point les luttes sociales ont une histoire, qu'elles n'hésitent pas à s'y plonger pour se renouveler sans cesse, mais aussi finalement pour s'auto-référencer. We are the 99%. C'est autour de ce slogan que s'est construit Occupy Wall Street, cette occupation du parc Zuccotti non loin de Wall Street. Le capitalisme, c'est un système qui exacerbe les inégalités de classe, il va rendre les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, créant une fracture significative entre les deux. Ce slogan, il fait état d'une confrontation qu'on sait aujourd'hui, enfin à l'époque aussi, mais bref, relativement illusoire entre les 1% les plus riches et le reste de la population. Si je dis que cette confrontation elle est illusoire, c'est simplement que parmi les 99%, encore aujourd'hui, il y en a quand même un certain pourcentage qui tire largement profit du capitalisme. Mais bon, ça reste un slogan, c'est jamais totalement représentatif de la réalité. Ce slogan, il fut à l'origine de nombreuses pancartes, d'affiches, de banderoles, tout au long du mouvement d'occupation et de nombreuses personnes se sont exprimées sur les difficultés qu'elles pouvaient vivre à faire partie des 99%. Un site internet a d'ailleurs permis à chacun et chacune de partager ses propres difficultés en montrant une photographie de soi avec un carton sur lesquels elles étaient listées, sur lesquels elles étaient expliquées par une ou deux phrases, des photos qui ont été vraiment très nombreuses et qui surtout rappelaient quelque chose qui s'était déjà passé pendant la Grande Dépression aux États-Unis où des hommes se baladaient dans la rue avec des cartons sur eux, des cartons qui expliquaient leur demande d'emploi. Le mouvement des places, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent, on est déjà dans les années 2000. Mais en réalité, si on veut remonter un petit peu plus tard, ici on va remonter en 1994, cette idée d'occuper l'espace, cette idée de reprendre l'espace public face à la privatisation qui est totalement liée au capitalisme, c'est une idée qui existait déjà au préalable. Là on remonte en 94, c'est certain qu'on pourrait remonter encore plus loin, mais voilà, fallait choisir un exemple à un moment donné. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ce que c'était Reclaim the Street. C'est un exemple qui m'intéresse ici tout simplement parce qu'il rentre totalement dans mon sujet, il nous parle de capitalisme, de privatisation de l'espace. Voilà, donc Reclaim the Street, c'est le nom qui a été donné à différentes actions de lutte contre la privatisation de l'espace public au profit des voitures et des autres forces privées. Leur première action, elle a constitué en un faux carambolage. Ils ont organisé un faux carambolage dans l'intersection de deux grands boulevards londoniens. Les militants et les militantes en ont profité pour installer un café, un système de sonorisation, mais aussi une espèce d'ambiance de carnaval autour des deux voitures bloquées, des deux voitures soi-disant accidentées. Ils se réapproprient pour quelques heures des espaces qui sont théoriquement destinés aux voitures, qui sont théoriquement destinés aussi à l'affichage publicitaire. Ils se réapproprient ces espaces pour en faire des lieux de fête pendant quelques heures pour finalement leur donner une autre utilité que celle que le capitalisme leur a donnée. Et pour ça, ils s'imposent
en organisant un faux carambolage ici, mais il y a eu d'autres événements qui ont été organisés autrement. Finalement, ils imposent la désorganisation de l'ordre social, mais pour en faire une fête. Ce premier événement dont je viens de vous parler, ce premier Reclaim the Street, ça a été finalement le début d'une longue série, puisque ce type d'événement s'est ensuite exporté à travers le monde. Bien évidemment, selon les endroits, ça a eu plus ou moins de réussite, plus ou moins de répression, mais ces libérations de rue, entre guillemets, sont par la suite devenues un mode d'action qui a été utilisé par tout un tas de mouvements politiques alternatifs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai su vous faire entrevoir un certain nombre d'enjeux qui habitent l'espace public, principalement autour du capitalisme, vous l'aurez compris. Il a fallu faire des choix pour faire une entrée en matière, mais nul doute qu'on reviendra sur tout ça à l'avenir, sur différents formats et en allant progressivement vers des analyses un petit peu plus précises. Pour parler d'occupation des espaces, on aurait pu évoquer les squats, même si finalement ils ne prennent pas place directement dans l'espace public, mais ça nous aurait permis de questionner la propriété privée, ce qui aurait pu être très intéressant. On aurait pu parler aussi de formes d'occupation plus pérennes, en parlant d'Exarchia en Grèce ou en parlant de Christiania à Copenhague, d'occupation en dehors de la ville aussi, avec les ZAD notamment, bon, même si à Marseille il y a eu la ZAD de la Plaine qui était en pleine ville, mais bon, voilà, en règle générale les ZAD ça reste en dehors de la ville. Bref, si je vous fais ce catalogue d'exemples à la fin, c'est pas du tout pour vous frustrer de tous ces sujets ô combien intéressants qu'on aurait pu aborder et qu'on va sans doute d'ailleurs aborder à l'avenir, mais c'est pour vous expliquer que finalement aujourd'hui je me suis contentée d'ouvrir une gigantesque porte ici pour un petit peu développer d'autres sujets pour ma chaîne et pour pouvoir vous parler de ça à l'avenir, pour pouvoir évoquer des choses un peu plus précises sans lancer un truc comme un cheveu sur la soupe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les prochaines vous plairont aussi, j'espère que j'aurai su attiser votre curiosité. En attendant, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux que je vous laisse évidemment dans la description. Vous serez tenu un petit peu plus au courant au jour le jour des différents contenus qui arrivent et il y a évidemment aussi du contenu exclusif que vous ne trouverez pas ici sur ces différents réseaux. Je vous invite également à aller faire un tour sur ma boutique qui est aussi dans la description si ça vous intéresse de me soutenir ou si ça vous intéresse de regarder un petit peu tout ce que je crée. J'ai hâte de pouvoir lire vos retours et puis on se retrouve la semaine prochaine, même endroit. Peut-être pas la même heure parce que ça dépend de ma connexion. Voilà, à bientôt!